chagrin et la pitié. Alors, Le chagrin et la pitié. Alors, ça, c'est un film que j'ai vu. Oui, celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et oui, ce qui m'avait frappé, mais bon, c'est une banalité ce que je vais dire, c'est que à l'époque où le film était sorti, moi, je l'ai pas vu à sa sortie, j'étais trop jeune. Je l'ai vu plus tard quand il a été montré en salle de cinéma ou même à la télévision dans les années 80, je sais plus. Ce qui m'avait frappé, c'est les raisons surtout pour lesquelles des gens étaient partis dans la résistance. Et il y a notamment, je crois, un type qui raconte qu'il avait plus de cigarettes, qu'il avait plus de clopes, il trouvait plus de cigarettes pendant la guerre. Et donc ça l'avait convaincu qu'il fallait aller dans la résistance. Et donc c'était parfois pour des raisons pas très nobles que les gens agissaient héroïquement. Enfin, c'est ça ce qui m'avait frappé, c'était ce récit qui cassait toute la mythologie de l'époque. Si on allait se battre dans la résistance, c'est parce qu'on avait un passé de résistant, on avait des parents résistants, on avait souffert soi-même, on avait été victime d'exactions ou notre famille l'avait été. Et là, tout d'un coup, lui racontait que c'était pour des raisons vraiment euh, banales, pas très. Tu vois, le fait qu'il n'y ait plus de cigarettes. Alors peut-être que j'invente, hein, que j'ai réinventé la scène, qu'elle n'est pas dans le film. Il me semble qu'elle est dans le film. Hein, et donc c'était ça ce que j'avais trouvé vraiment intéressant. Et après, quand j'ai fait un film qui n'est pas sorti d'ailleurs, où il est question des gens qui ont commis des actions armées en France et en Espagne dans les années 70, qui s'appelle Ni vieux ni traître. Tu as vu, ouais. Ça m'est toujours resté cette idée que il y avait des résistants qui avaient pris le maquis pour des raisons qui n'étaient pas forcément héroïques ou très nobles, et ça n'empêchait pas que les actes qu'ils avaient commis ou leurs actions aient été héroïques. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais moi j'avais dans Enfin Pris, là, dans le film qui s'appelle Enfin Pris, où je m'interroge, à un moment donné mon personnage s'interroge sur les raisons pour lesquelles il agit et pourquoi il va énerver les gens de télévision, et il y a cette interrogation là, est-ce que peut-être que c'est pas pour des raisons très nobles, c'est peut-être pour par jalousie, parce que j'avais envie d'énerver mes concurrents dans mon domaine, dans mon milieu qui était celui de la télévision à une époque, ou celui de la critique de télévision plus tard, que j'ai agi de la sorte. Mais est-ce que ça disqualifie les actions, tu vois? Voilà, c'est la question qui est posée. Il n'y a pas forcément de réponse, mais en tout cas, elle est posée. Et, mais en tout cas, ça casse l'histoire officielle. Ça, c'est intéressant de casser l'histoire officielle. L'histoire telle qu'elle est écrite par les gaullistes, jusque-là, sur la guerre, c'est que d'abord, tous les Français ou presque avaient été résistants et qu'il y avait une minorité de collaborateurs, alors que c'était pas ça la vérité, quoi. Et je crois que le film d'Ophuls a été l'un des premiers à casser ce mythe. Euh, De la même manière que bon, je vais faire un parallèle qui peut paraître léger, mais dans Choron dernière, Choron raconte sa guerre, la Seconde Guerre mondiale, et comment enfant, il était très heureux pendant la guerre. Ça aussi, ça casse complètement des idées reçues. Mais il le raconte sans aucune volonté de provoquer. Il dit, ben oui, on était des enfants. Enfin, ça, c'est pas dans le film. Il nous avait raconté qu'il était enfant euh, et que tous les hommes étaient partis à la guerre. Donc tous les hommes en âge de combattre avaient été réquisitionnés et ne restaient que les femmes et les enfants de moins de 14 ou 16 ans. Et pour eux, c'était le paradis. Ils se prenaient plus de coups de pied aux fesses. Ils avaient que des nanas autour d'eux, les hommes, les jeunes, les préadolescents ou les adolescents ou les jeunes. Donc pour eux, à part si leurs parents étaient morts pendant la guerre ou s'ils avaient été... Voilà, à part ça, ils étaient heureux. Ils ne pouvaient pas trouver ça désastreux, la guerre. Pour eux, c'était du bonheur. Et pareil, pendant la guerre d'Indochine, ils racontent des anecdotes où il se promenait, il n'a pas été combattant vraiment par la guerre d'Indochine, il était opérateur radio, il réparait des radios, et il se promenait dans des paysages extraordinaires dans le nord du Vietnam. Il en garde un souvenir formidable de vacances ou presque, quoi. Donc il y a des situations de guerre très tragiques ou avec des choses terribles, et en même temps il y a toujours des moments de bonheur, y compris dans les situations les plus terribles. Mais ça casse les représentations que l'on peut avoir, les clichés habituels sur la guerre, sur les malheurs, sur les désastres. Voilà. Et je pense que c'est intéressant oui, de casser ces représentations officielles, quoi. Ah non, mais il y a autre chose qui m'a beaucoup influencé, moi, chez Ophuls, c'est la manière d'interviewer les gens. Euh, donc c'est vrai que ça, mais c'est plutôt dans Hôtel Terminus que dans Le Chagrin et la Pitié. Je pense que c'est là qu'il a été le plus, on va dire, fort dans son mode d'entretien avec l'ennemi, quoi. Sa manière de filmer l'ennemi, de l'amener à se dévoiler, de le traquer aussi d'une certaine manière. C'est vrai que ça m'a, je pense, pas mal influencé dans mes premiers films, notamment dans Pas vu, pas pris, ou même dans les derniers. Il y a toujours
une espèce de volonté d'aller... On ne sait pas quand est-ce que ça se finit finalement. oui, on sait pas trop, on sait pas, puis et ce qui importe le plus, c'est moins ce qui se dit que la manière dont les choses se disent, quoi. Je crois que chez Ophuls, c'est un peu pareil, c'est moins ce que racontent les gens que la gestuelle, que le malaise, que... voilà, c'est ça qui est tout aussi important, plus important même peut-être que ce qui se dit d'un point de vue strictement verbal. Et ça, je crois que c'est une leçon d'Ophuls, oui. Après, bon, attention de ne pas trop manipuler. Alors peut-être que là, je m'en suis un peu éloigné, je sais pas, mais il y a aussi une manipulation un peu. Mais bon, quand on a affaire à des puissants, là, c'est pas forcément le cas parce que c'est des gens, si, c'est des gens qui ont commis des exactions, mais ou qui sont mal comportés. Dans le cas des films d'Ophuls, quand il va traquer des anciens collaborateurs, des gens comme ça. En même temps, il faut faire attention. Moi, je m'intéresse plutôt à des personnages publics quand je fais ça. C'est plutôt des personnages publics qui sont donc encore puissants, donc on n'a pas de scrupules à avoir. Là, c'est plus délicat, peut-être, je sais pas. C'est des gens qui sont comportés comme des salauds, mais qui sont peut-être plus forcément en situation de force au moment où ils les interviewent, donc c'est peut-être différent. Je sais pas, je réfléchis à voix haute là.